Salam alaikum. Alors je me présente, c'est Monsieur Mohamed Mobrouki, enseignant de physique à l'ESAT de Tlemcen. Alors dans cette série de vidéos, on va traiter des exercices du module vibration. Et aujourd'hui, on va commencer par les exercices de la série numéro 1. Alors je vous présente la série, voilà, la série proposée. Généralité sur les oscillations, série de TD numéro 1, module physique 3. Voilà, l'école supérieure en sciences A appliquées. Alors, pour cet exercice, on vous demande de calculer le nombre de degrés de liberté pour les systèmes mécaniques suivants. Alors, je vais passer rapidement sur les systèmes et on va revenir dans des vidéos suivantes sur la chose de manière plus détaillée. Alors vous avez ici une poulie, voilà, qui est attachée avec un fil, on enroule un fil attaché d'une part à un ressort de raideur K et d'autre part à une masse ponctuelle M, et le système fait des mouvements d'oscillation autour de l'axe qui passe par haut de la poulie, le centre de masse de la poulie est perpendiculaire à la page. Alors le deuxième système, vous avez ici trois tiges de 100 masses avec des masses, trois masses à leur extrémité, M1, M2, M3. La masse M3 est attachée à un ressort de raideur K. Pour le troisième système, vous avez deux masses M1 et M2 qui sont attachées verticalement à trois ressorts K1, K2 et K3. Et finalement, pour le quatrième cas, c'est un pendule simple de masse petit m et attaché à une tige de longueur L. Le pendule lui-même est attaché au milieu de deux ressorts qui peuvent s'allonger de manière horizontale et dont la longueur à l'équilibre est 2x0. Voilà. Alors, on commence la résolution de cet exercice. Alors avant de faire la résolution de cet exercice, on doit faire un rappel sur le concept du nombre de degrés de liberté d'un système mécanique. Voilà. Alors, la dynamique de Newton pour une masse en mouvement repose sur la résolution de l'équation différentielle dérivée de P du vecteur P par rapport au temps égale à la force extérieure, où P représente le vecteur quantité de mouvement et F extérieur est la résultante des forces appliquées sur la masse, et de son corollaire, la dérivée du moment cinétique L par rapport au temps égale à la somme des moments extérieurs appliqués sur la masse, où M représente le vecteur moment cinétique, L plutôt ici, c'est L, c'est le vecteur moment cinétique, et M extérieur est la résultante des moments de force appliqués sur la masse. Alors vous avez ici, là, pour un système mécanique composé de n particules de masse MI, on a l'équation de la seconde de la dynamique, la deuxième loi, c'est que m fois l'accélération d'une masse, voilà, égale à la somme des forces appliquées sur cette masse. Voilà. Voilà. Alors, où RI, voilà, le RI, c'est le vecteur position de la masse M, 3 dimensions, et FJ extérieur, voilà, FJ extérieur, c'est la force, c'est les forces extérieures appliquées à la masse MI, voilà. Alors le vecteur RI peut être exprimé en coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques ou autres. Par exemple, en coordonnées cartésiennes, le vecteur position s'écrit comme RI égale à XI, à coordonnées suivant I, plus fois I, plus YI fois J, voilà, suivant Y, et plus ZI fois K, voilà.
Alors pour un système mécanique de n masses ponctuelles données, voilà, les 3 n coordonnées, puisque chaque masse est repérée par 3 coordonnées, et on a supposé que le système contienne n masses, et bien on aura 3 n coordonnées x, y, y et zi, avec i, ça va de 1 jusqu'à n, ne sont pas toutes indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'il est possible de trouver des relations explicites, ce qu'on appelle relations de contrainte, entre ces coordonnées physiques. C'est-à-dire, on peut trouver par exemple pour un système physique des relations explicites là où apparaissent les coordonnées. C'est ça ce qu'on appelle une relation explicite. Il y a une relation mathématique entre ces coordonnées et qu'on les appelle relations de contrainte entre ces coordonnées généralisées. Voilà. Alors pour expliquer bien ce concept, je vais prendre l'exemple de pendule simple. Voilà, pendule simple, comme vous pouvez le voir ici. On a une masse m, petit m supposé ponctuelle, attachée à une tige de longueur L, voilà, et qui fait un mouvement dans le plan OXY. Bien sûr, Z pointe vers nous. Elle est perpendiculaire à la page. Alors, la masse m, considérée ponctuelle, étant repérée par 3 coordonnées cartésiennes x, y et z, voilà, puisque c'est une masse ponctuelle, dans l'espace, on doit résoudre les 3 équations de Newton. Voilà, m, voilà, l'accélération suivant x égale à la force appliquée sur la masse suivant x. La masse fois l'accélération suivant y égale à la force appliquée sur la masse suivant y. Et m fois l'accélération suivant z est égale à la force extérieure appliquée à la masse suivant z. C'est-à-dire pour étudier le mouvement de cette masse, on doit résoudre ces 3 équations différentielles. Pourquoi différentielles? Parce qu'il y a les dérivés des coordonnées par rapport au temps. Voilà. Alors, or, il est facile de constater que la coordonnée z reste constante pendant le mouvement. Le mouvement se fait dans le plan x ou y. On peut donc écrire z égale à 0. C'est ce qu'on appelle une relation de contrainte. Voilà. Vous avez, comme je viens de le dire, la masse se déplace dans le plan. C'est-à-dire, par sa construction, le mouvement, le système ne permet pas à z de changer. Elle est tout le temps constante. Alors c'est une contrainte. C'est-à-dire la coordonnée z est contrainte à être constante. Voilà. Z, elle est constante, on peut la prendre égale à 0. Voilà ce qu'on appelle une relation de contrainte. On voit aussi que les coordonnées x, y sont reliées entre elles par la relation explicite. Relation, c'est une relation de contrainte qui est x au carré plus y au carré égale à L au carré. Alors comme vous voyez ici, puisque L est fixe, il est constant, et bien le mouvement de la masse fait un cercle. Voilà, elle fait un cercle puisque la tige, elle est rigide. La masse ne peut pas aller, c'est-à-dire n'importe comment dans le plan. Elle doit suivre un chemin sous forme d'un cercle. Et bien, mathématiquement, on peut écrire que les coordonnées x, y de la masse pendant son mouvement vérifient cette équation du cercle. Voilà, x au carré plus y au carré égale à L au carré. Et bien, c'est une relation de contrainte comme c'était le cas de z. Z devait être tout le temps 0. Et bien, x et y doivent à tout moment vérifier cette équation du cercle, chemin fait par la masse, et qu'on appelle relation de contrainte, puisque la tige du pendule est rigide. Voilà. Alors, ainsi, pour déterminer de manière instantanée la position de la masse m, on a besoin de suivre l'évolution d'une seule coordonnée. Parce que on a z qui est
constante, x et y sont reliés par cette relation du cercle, et bien on a déjà trouvé, on a déjà la valeur de z, on ne cherche pas la valeur de z, elle est tout donnée, et x, y, si on suit l'évolution de x, et ben on peut déduire l'évolution de y, puisqu'il y a la relation qui les régit. Voilà, c'est-à-dire entre les trois coordonnées physiques du système, il est suffisant de suivre une seule variable, l'évolution d'une seule coordonnée. Voilà, suivre l'évolution d'une seule coordonnée, et cela parce que le système contient deux relations de contraintes. Voilà, en effet, on connaît déjà la valeur, c'est ce que je viens d'expliquer. On connaît déjà la valeur de z, elle est tout le temps constante. Voilà. En plus, en connaissant l'évolution de l'une des coordonnées x et y, il est possible de connaître l'évolution de l'autre, puisque celles-ci sont reliées entre elles. C'est-à-dire qu'en connaissant par exemple l'évolution dans le temps de x, il est possible de trouver l'évolution de y par y égale à racine carrée de L au carré moins X au carré. On a trouvé ça à partir de cette expression-là. Voilà. Bien sûr, X doit être dans cet intervalle entre moins L et L. Voilà. Alors finalement, on a besoin de connaître l'évolution d'une seule coordonnée physique parmi les trois coordonnées de la masse M pour définir de manière complète et unique le mouvement du système mécanique. Voilà. Dans ce cas, on dit que le système a un degré de liberté. Voilà, c'est le concept primordial dans cette étude des systèmes mécaniques. On doit définir le degré de liberté de chaque système mécanique étudié. C'est-à-dire, j'explique, c'est-à-dire que parmi les trois coordonnées physiques x, y et z de la masse, on a la liberté de choisir les valeurs d'une seule coordonnée physique, puisque, bien sûr, z est égal à 0 est imposé par la structure du système, par le mouvement du système, ou par exemple par le choix de notre système d'axe. C'est-à-dire, on a choisi le système d'axe de telle façon à ce que z soit tout le temps nul. Voilà. Une fois la valeur de x est choisie entre moins L et L, il n'est plus possible de choisir une valeur quelconque de y, puisque celle-ci est donnée par la relation. Voilà. C'est-à-dire on ne peut pas choisir z, on ne peut pas choisir y, puisqu'on a choisi x ou l'inverse. Voilà. C'est-à-dire on a la liberté de choisir une valeur au hasard, bien sûr entre moins L et L, et déduire la valeur de y. Et ça sera une solution du système. Voilà. Alors, d'autre part, alors soit on suit par exemple une valeur une coordonnée x, on doit trouver l'expression de x et déduire y, soit on doit chercher une autre coordonnée qui n'est pas ni z, ni x, ni y, mais selon le montage du système, on peut de manière intelligente voir que on peut aller vers, c'est-à-dire voir l'évolution d'un angle θ, par exemple. θ, qui est l'angle que fait la tige avec la verticale. Voilà, par exemple. Alors, il est facile de constater que les coordonnées x et y peuvent s'exprimer en fonction de θ. C'est-à-dire, c'est plus intelligent, voilà, et plus utile de travailler avec l'angle que fait la tige avec la verticale. L'angle que fait la tige avec la verticale, bien sûr, avec x égale à L sinus θ. Voilà. Vous avez Lx égale à L sinus θ et y égale à L cos θ. Voilà. Voilà, et y égale à L cos θ. C'est-à-dire, au lieu de chercher par exemple x ou y, il suffit de chercher l'évolution dans le temps d'un angle θ. Alors, il suffit donc de trouver l'évolution de l'angle θ dans le temps pour définir de manière complète le mouvement de la masse M.
ben, la variable θ est appelée, alors c'est un concept nouveau pour vous, c'est ce qu'on appelle une coordonnée généralisée du système. Alors, c'est-à-dire que c'est une coordonnée dont l'évolution va définir de manière complète et unique le mouvement du système. Alors, vous voyez qu'on est passé d'un système de coordonnées physiques x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes, vers un système de coordonnées généralisées qui contient une seule coordonnée. Voilà, de 3 vers 1. Et cela a été c'est-à-dire possible parce que le système contient deux contraintes, deux fonctions de contraintes. Rappelez-vous, z égale à 0 et x au carré plus y au carré égale à l au carré. Voilà. Alors on vient de réduire le nombre de coordonnées en scrutant le système et c'est-à-dire en dégageant deux contraintes. Alors pour un système dynamique, d'une manière générale, voilà, ceci c'est pour un système à 1 degré de liberté, mais on peut généraliser pour un système dynamique à 1 degré de liberté. Il suffit de trouver n coordonnées généralisées pour définir le mouvement du système de manière complète et unique. Voilà. Voilà. De manière générale, si quelques coordonnées physiques sont reliées par des fonctions de la forme, alors comme on vient de voir, c'est-à-dire des fonctions qui sont nulles, égales à 0. Alors rappelez-vous par exemple z égale à 0 et x au carré plus y au carré moins l au carré égale à 0. Ce sont des fonctions de contrainte. Alors si cette fonction est égale à 0, bien sûr k c'est le nombre de fonctions, de contraintes, et bien la contrainte est dite holonomique. C'est une terminologie que vous pouvez trouver dans les livres. Voilà, on dit que c'est une contrainte holonomique. Les deux contraintes holonomiques pour le pendule simple, c'est-à-dire l'exemple qu'on a traité auparavant, c'est z égale à 0, c'est f1 z égale à 0, et x au carré plus y au carré moins l au carré égale à 0. C'est une relation explicite entre x, y, et celle-là est une relation explicite qui fait intervenir juste z. Alors, puisque la contrainte ne contient pas le temps, c'est-à-dire il n'y a pas le terme du temps qui représente le temps explicitement, c'est-à-dire il n'y a pas plus, par exemple, plus t, moins t au carré, voilà. De manière explicite, elle est dite contrainte rhéonome. Voilà, elle est holonomique, rhéonome, puisqu'elle ne contient pas le temps. C'est de la terminologie, voilà. Alors, un système de n masses ponctuelles, voilà, masse ponctuelle, il faut faire attention, masse ponctuelle, avec k contrainte holonomique, est dit à 3n moins k degrés de liberté. C'est-à-dire, au départ, on avait un système avec n masses. Chaque masse est repérée par 3 coordonnées physiques. Alors, le nombre de coordonnées physiques, c'est 3n. Maintenant, le système lui-même, par sa construction, contient k contrainte holonomique. Voilà, c'est-à-dire k fonction qui est égale à 0. Par exemple, z égale à 0, x au carré plus y au carré moins l au carré égale à 0. C'est une contrainte holonomique. Et bien, ce système est dit à 3n moins k degrés de liberté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il existe 3n moins k coordonnées indépendantes appelées coordonnées généralisées. Rappelez-vous que a priori un système avec 3n coordonnées généralisées, ces coordonnées peuvent ne pas être indépendantes. Voilà. Alors appelées coordonnées généralisées. Voilà, c'est-à-dire il existe, c'est un théorème qui dit que il existe 3n-k coordonnées généralisées qu'on doit les trouver, voilà, bien sûr, c'est à nous de les trouver, et noter Q1, c'est la notation qu'on trouve dans les livres, Q1, Q2 jusqu'à Qn-k, c'est-à-dire on doit trouver, c'est comme pour le cas du
du pendule simple, on avait x, y, z, et on a trouvé une autre coordonnée, ce qu'on appelle coordonnée généralisée, qui était θ. Et bien c'est la même chose qu'on doit faire pour un système avec de n masses ponctuelles, suffisante pour étudier la dynamique du système de manière complète et unique. Voilà, c'est toute la pertinence plutôt de cette démarche. C'est que on vient de réduire le nombre d'équations différentielles à résoudre pour trouver la dynamique d'un système mécanique. Voilà. Étudier la dynamique du système de manière complète et unique. Alors, bien sûr, on doit donc trouver les expressions reliées les coordonnées physiques du système aux coordonnées généralisées. C'est-à-dire, on va passer d'un système de 3n coordonnées physiques à un système de 3n-k coordonnées physiques. Bien sûr, parfois, on trouve que ça dépend du temps. Mais c'est ça le principe ou le concept, c'est le passage d'un système de 3n coordonnées physiques évidentes, j'allais dire, pour un système, vers un système de 3n-k coordonnées généralisées. Voilà. Alors, pour le cas du pendule simple, on a 3n égale à 3 coordonnées physiques, x, y et z. Deux contraintes, rappelez-vous, la contrainte z égale à 0 et x au carré plus y au carré moins l au carré égale à 0. C'est-à-dire on a deux contraintes holonomes, voilà, et une coordonnée généralisée q qui est égale à θ. Et bien, pour un système à 1 degré de liberté, on a la relation entre les coordonnées. X égale à, c'est x, y, z sont les coordonnées physiques, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes, et θ, c'est la coordonnée généralisée. C'est-à-dire on a fait le passage entre un système à 3 coordonnées x, y, z vers un système à une seule coordonnée qu'on appelle coordonnée généralisée qui est θ. Voilà. Bien sûr, on peut aussi trouver la relation inverse entre ces deux types de coordonnées, c'est-à-dire la coordonnée généralisée en fonction des coordonnées cartésiennes ou d'une manière générale physique. Alors une coordonnée généralisée peut être un angle. Voilà, c'est toute la pertinence de cette démarche, c'est que les coordonnées généralisées peuvent être des angles, elles peuvent être des distances, voilà. Mais il suffit de bien choisir cette coordonnée. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on passe à un système à ce qu'on appelle un pendule double. Voilà, pour bien éclaircir ce concept de nombre de degrés de liberté et ce qu'on vient de dire, de proposer comme coordonnées généralisées indépendantes. Voilà. Pour cela, on va prendre l'exemple du pendule double. Alors, pendule double, c'est quoi? C'est une masse attachée à une tige L, puis on attache une autre tige ici, voilà, avec une masse M. Voilà, j'ai pris les masses et les tiges de même longueur et de même masse. Voilà, et le système fait l'oscillation dans un plan. Voilà, dans un plan OXY. Voilà. Alors, bien sûr, ici, chaque masse doit être repérée puisqu'elle est ponctuelle par 3 coordonnées physiques, x1, y1 et z1, et la masse 2 par x2, y2 et z2. Au total, on aura 6 coordonnées physiques. Bien sûr, voilà les coordonnées cartésiennes ici. 6. Maintenant, on doit chercher est-ce que toutes ces 6 coordonnées sont indépendantes. Eh bien non. Eh bien non, parce que on a déjà z1 égale à 0. Pourquoi? Parce que le système, le mouvement se fait dans le plan. C'est-à-dire pendant le mouvement, z1, c'est-à-dire la coordonnée suivant z de la masse, reste constante. Pardon. De même, la coordonnée suivant z de la masse m2 reste constante. C'est pour ça qu'on écrit z2 égale à 0. On ne peut pas toucher à ces valeurs-là. Voilà. D'autre part, on a la masse m qui fait un cercle. Voilà, qui fait un cercle. Et bien, c'est x1 au carré plus y1 au carré égale à l au carré.
Mettons pour la masse 2, et bien si on prend par exemple le mouvement de la masse 1, M2, non pas par rapport à l'origine, mais par rapport à M, et bien c'est aussi un cercle par rapport à M1. C'est pour ça on aura cette expression x2 moins x1 au carré, voilà, plus y2 moins y1 au carré égale à L au carré. Alors en fin de compte, on aura 4 contraintes holonomes qui représentent les relations explicites entre les coordonnées physiques du système. Voilà. Alors la formule du nombre de degrés de liberté d'un système mécanique est donnée pour un système à n masses ponctuelles, repérées par trois coordonnées. Et bien c'est n égale à le nombre de degrés de liberté égale à 3n. N c'est le nombre de masses ponctuelles, moins k c'est le nombre de contraintes. Et bien dans ce système, on a 2 masses ponctuelles, c'est-à-dire 3 fois 2 c'est 6, moins 4 contraintes holonomes. Voilà. Et bien sûr, on peut ramener L2 de ce côté-là et avoir 0 ici. C'est une contrainte holonome. Voilà. Alors, en fin de compte, le système est à 2 degrés de liberté, puisque 6 moins 4 égale à 2. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le système est à 2 degrés de liberté. C'est-à-dire que 2 coordonnées généralisées sont donc suffisantes pour définir le mouvement du système de masse de manière complète et unique. Voilà. Alors, c'est évident ici. Alors, ça paraît un peu évident de prendre les coordonnées généralisées, les angles comme coordonnées généralisées, les angles θ1 et θ2 que font les tiges avec la verticale. Voilà. Alors, 2 coordonnées. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir les angles θ1 et θ2 que font les tiges avec la verticale comme coordonnées généralisées du système. Voilà. Avec les relations entre les coordonnées physiques et les coordonnées généralisées sont x1 égale à L cosinus θ, y1 égale à L sinus θ1 et x2, voilà l'expression en fonction de θ1 et θ2. Voilà, vous pouvez voir ces relations. Vérifier. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Là, il y a une relation entre 6 coordonnées physiques avec un ensemble de 2 coordonnées généralisées. Voilà, θ1 et θ. On est passé d'un système de 6 coordonnées physiques vers un système de coordonnées généralisées comprenant 2 coordonnées généralisées. Alors les 2 coordonnées généralisées θ1 et θ2 sont les coordonnées indépendantes. Mais alors voilà, c'est un concept très important. Ce sont des coordonnées indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut choisir librement 2 valeurs de θ1 et θ2 comme solution donnant les trajectoires des 2 masses. Voilà, alors je reviens au système. Voilà. θ1, alors vous pouvez prendre θ1 égale à 45, vous pouvez prendre θ2, bien sûr ici le système, il faut rappeler que le système, les θ1 et les θ2 ne doivent pas dépasser les 10 degrés, voilà, c'est un système, sinon on aura d'autres équations. Mais dans le cas de faible oscillation, par exemple entre 0 et θ1, voilà, 0, θ1 ça va de moins 10 vers 10, et bien vous pouvez prendre 5 pour θ1 et moins 3 pour θ2 et ça va être une solution. Vous pouvez prendre θ1 égale à moins 9, θ2 égale à 5 et c'est une solution. Et bien, c'est-à-dire que vous pouvez prendre θ1, une valeur de θ1 sans considérer la valeur de θ2. Voilà, c'est pour ça on dit que θ1 et θ2 sont indépendantes. Voilà. Il n'y a pas une relation explicite entre θ1 et θ2 qui les régissent. Alors, voilà. Ceci est du fait que θ1 et θ2 ne sont pas reliés par aucune relation explicite. On doit donc les définir en même temps, simultanément. C'est-à-dire ici, on ne peut pas dire que en connaissant la valeur de θ1, on va déduire la valeur de θ2. Non, il faut en même temps définir la valeur de θ1 et la valeur de θ2. Et non pas ou, c'est et. θ1 et en même temps θ2.
deux. Il n'y a pas relation explicite entre les deux coordonnées. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle deux coordonnées indépendantes. Voilà. Alors, ici, vous pouvez voir, par exemple, deux situations qui représentent deux cas, deux états d'un système de mouvement. On peut avoir, par exemple, le cas où le θ1 est à cette valeur, θ2 cette valeur, mais on peut aussi, et c'est valable pour le système, on peut avoir le θ1 qui est égal à θ1 ici, mais le θ2 est différent de θ2. Eh bien, si on prend juste le θ1 pour étudier les systèmes, eh ben on ne peut pas faire la différence entre ces deux états différents. C'est pour ça qu'on doit rajouter θ2 pour faire la distinction entre cette situation de mouvement du pendule double et cette situation-là. C'est pour ça qu'on aura besoin de deux coordonnées généralisées pour étudier de manière complète et unique. Voilà, c'est ça ce que je viens de dire. C'est pourquoi on dit unique, c'est parce que à travers les deux coordonnées généralisées, on peut faire la distinction entre tous les états du système. Voilà. Alors, maintenant, on va passer, parce que dans un système mécanique, on ne peut pas trouver que des masses ponctuelles, on peut aussi trouver des corps solides, comme le cas, par exemple, de l'exercice du système 1, de l'exercice où on a une poulie. Alors, une poulie, c'est un corps solide et non pas une masse ponctuelle. On ne peut pas la traiter comme masse ponctuelle. Alors, dans le cas d'un corps solide indéformable, voilà, on aura besoin de 6 coordonnées physiques pour repérer le mouvement du corps dans l'espace. Alors, contrairement à une masse ponctuelle, on a besoin que de 3 coordonnées pour repérer le centre de masse, c'est-à-dire la masse, on considère qu'elle n'a pas de volume et qu'elle ne fait pas de rotation, voilà. Alors que pour un corps solide, il peut faire des rotations comme il peut faire des translations. Alors, on a besoin de 3 coordonnées XG, YG et ZG pour repérer le centre de masse de ce corps solide, et on aura besoin de 3 angles représentant les 3 rotations que peut faire un solide autour des axes, les 3 axes de l'espace, ou encore ce qu'on appelle les angles de l'air. Vous allez voir ça en mécanique rationnelle, ce qu'on appelle la rotation, la nutation et la précession, et non pas la précession. Voilà. Alors finalement, le degré de liberté n pour un système mécanique contenant np masse ponctuelle, p pour ponctuelle, et nr corps rigide, r pour rigide, avec k contrainte, voilà, holonome, est donné par n égale à 6nr, c'est-à-dire nr le nombre de corps rigides, et plus 3np moins k. Voilà. C'est la relation qu'on doit utiliser dans la résolution des exercices. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on doit donc trouver n coordonnées généralisées, longueur angle, pour étudier le mouvement du système mécanique de manière complète et unique. Voilà. Alors la prochaine fois, on va traiter les exercices et les cas un par un. Merci.